Et voilà. Ben quoi? Je m'apprête à faire une vidéo pour expliquer pourquoi je n'aime pas Seven Continent. Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut mes petits gants blancs. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui j'ai décidé de poursuivre dans la même direction que Vincent avec les chroniques Pourquoi je n'aime pas. Chroniques vidéo dans lesquelles nous allons vous présenter un jeu avec lequel on n'a pas vraiment eu une bonne expérience. Alors un jeu auquel on n'a pas accroché du tout, un jeu qu'on n'aime pas. Je vais commencer tout de suite, pendant que j'ai encore mes gants blancs, en disant que même si je parle de Seven Continent, ce n'est pas un mauvais jeu. Je ne suis pas en train de dire que c'est un jeu qui devrait être jeté aux poubelles. Au contraire, je vais simplement vous indiquer, vous préciser quelles sont les raisons pour lesquelles ce jeu ne m'a pas plu personnellement. Je vais également commencer en disant que Seven Continent était un jeu qui, lorsqu'il était sur Kickstarter, semblait tout avoir pour me plaire. C'était un potentiel de top 3 à travers toutes mes expériences de jeu, à travers tous les jeux auxquels j'aurais joué dans ma vie. Lorsque je voyais les vidéos, les informations qui déferlaient sur le jeu, je me disais, il me faut absolument ce jeu-là. C'est probablement le meilleur jeu du monde. Alors maintenant, si on y va avec quelques faits, Seven Continent est présentement classé en 17e place sur le site Board Game Geek, ce qui en fait probablement l'un des jeux avec le plus d'engouement au monde, beaucoup d'intérêt. Et ça, c'est appuyé également par les deux campagnes Kickstarter qui ont eu lieu pour soutenir ce projet. La première ayant rapporté plus de 1,2 million d'euros et la deuxième campagne dans laquelle j'ai participé a rapporté plus de 7 millions d'euros. Alors, clairement, c'est un jeu qui a attiré beaucoup de gens et qui a suscité beaucoup d'intérêt. Je dois également vous préciser quelles sont mes expériences de jeu, combien de temps j'ai joué à Seven Continent, parce que si je vous explique les raisons pour lesquelles je ne l'aime pas, je dois au moins y avoir joué pendant un certain temps. Alors, personnellement, j'ai terminé la malédiction de la déesse vorace en environ, je crois, 6, 7 ou 8 tentatives, ce qui totalisait environ 20 à 25 heures de jeu. Et j'ai même terminé aussi le scénario, la malédiction plutôt du coffre des damnés, qui m'a pris environ 4 heures à terminer. Donc, ce qui totalise tout de même 30 heures d'exploration du 7e continent. On commence par les points positifs, parce que comme je le disais, armé de mes jolis gants blancs, ce n'est pas un jeu qui est mauvais. Il y a beaucoup de positifs qu'il faut reconnaître. C'est un jeu qui est visuellement magnifique alors qu'on a les cartes qui forment le continent. Il y a un incroyable travail de mise en scène, de conception derrière ce jeu. Ça, je l'avoue et je le reconnais. C'est un concept qui est très novateur. Le rangement de la boîte aussi est très bien pensé. Le fait de pouvoir sauvegarder sa partie, d'avancer, l'aspect de progression, d'événements aussi qui vont survenir en cours de scénario, de campagne. Vraiment du très très bon travail de ce côté. Maintenant, je n'aurai plus besoin de ces petits gants. Allons-y avec les déceptions. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que je n'ai pas aimé Seven Continent? Premièrement, il n'y a aucun aspect narratif. Aucune histoire, aucune intrigue, rien. Rien. Oubliez ça. On commence l'aventure avec une carte indice, et je vais mettre des guillemets sur le mot indice, une carte indice qui nous donne une espèce de direction floue qui veut rien dire au départ, qui prend du sens alors qu'on est en train de jouer. Mais au départ, on n'a aucune idée de ce qu'on fait, de ce qu'on doit faire non plus, et aucune direction. Et on espère découvrir une signification à cette énigme en jouant. Mais non, tout simplement, ça n'arrivera jamais. Il n'y aura pas de signification profonde ou quoi que ce soit. Ce qui fait en sorte que, au final, on joue l'aventure uniquement pour gagner plutôt que pour résoudre quelque chose. Au terme de l'aventure, on va piocher une carte et sur cette carte, on va lire « Hey tout le monde, écoutez ça! Vous avez gagné la malédiction de la déesse vorace. »
C'est tout! C'est tout! Il n'y a aucune satisfaction à gagner. On a investi 30 heures et la seule satisfaction qu'on a, c'est de dire, bon, ben c'est terminé. Passons à autre chose, hein, parce que c'était ça. Alors, vraiment aucune satisfaction de gagner, de progresser. En fait, la progression a peut-être un peu de satisfaction, mais la finalité est décevante. Deuxièmement, c'est le genre de jeu auquel on devient meilleur plus on joue beaucoup et plus on joue souvent. Au départ, c'est une espèce de grosse aventure d'essai-erreur. Alors, on a notre carte indice et on se dit, bon, eh bien, on est au milieu d'un continent qu'on ne connaît pas, allons dans cette direction. Alors, on va là pendant peut-être 3 ou 4 heures réelles, 3 ou 4 heures réelles, et au terme de ces 3 ou 4 heures-là, on se rend compte que non, c'était pas par là qu'il fallait aller, c'était probablement par là. Alors après ça, notre deuxième tentative, on s'en va dans cette direction. Et on se rend compte que oui, c'est effectivement par là qu'il faut aller, sauf que pour progresser ici, il faut un radeau. Et on cherche le radeau, mais avant de fonctionner le radeau, il faut l'arriver par là. Alors, on est constamment en début de campagne, du moins en situation d'essai-erreur. Et ça, c'est très thématique une fois qu'on est largué sur une île inconnue comme ça. C'est très thématique de dire, ben, on ne sait pas, on découvre, mais ça amène également un lot de frustration parce que le continent, il est statique. Le continent ne changera jamais. C'est les événements qui en sont les variables. Mais ça peut être très frustrant dans une situation un peu comme la mienne où est-ce qu'on commence avec un groupe et peut-être qu'après 20 heures de jeu, notre groupe ou nos partenaires de jeu sont plus investis, sont plus intéressés. Alors qu'est-ce qu'on se dit? Bon, soit je continue en solitaire ou j'essaie de partager l'expérience avec quelqu'un d'autre. Alors, ce que moi j'ai fait, je me suis dit, je vais recommencer l'aventure avec mon personnage, mais en recommençant à zéro, je vais inviter un de mes amis et on va essayer ensemble de résoudre la malédiction. Le problème, par contre, c'est que moi, même si on a recommencé l'histoire du début, c'est que j'ai des connaissances qui ne changeront pas sur l'aspect, la topographie du continent, les directions et les raccourcis, tout ça. Et ça encourage grandement la présence du joueur alpha lorsqu'on a quelqu'un qui a peut-être 20 heures, 30 heures de jeu derrière la cravate, qui invite un nouveau joueur. Et là, c'est facile pour moi de dire, bon, ben, je le sais qu'il faut aller dans telle direction. Je le sais qu'il nous faut tel objet qui est situé à tel endroit. Je le sais qu'il faut éviter cette zone-là. Alors, le nouveau joueur a vraiment l'impression de se faire prendre par la main puis tirailler à gauche et à droite. C'est frustrant, c'est décevant et pourtant, moi, c'était vraiment le genre de jeu auquel je m'attendais de partager avec plein de gens et de toujours avoir un plaisir à retourner explorer le continent. Mais c'est également l'un des aspects pervers du fait que plus on joue, plus on devient bon à connaître les endroits, connaître les références, avoir une meilleure connaissance également de la gestion des cartes et tout ça. Mais l'aspect pervers de ça, c'est qu'on se lasse. Seven Continents, c'est comme une espèce de gros giga bac à sable. Et au début, lorsqu'on est dans un immense bac à sable, c'est normal qu'on s'amuse avec nos petites pelles, avec nos seaux, nos camions en plastique. Mais une fois qu'on aura passé peut-être 3 jours dans ce bac à sable-là, on va se lasser. Le continent n'aura plus aucune surprise pour nous. On va savoir qu'est-ce qu'il nous réserve et j'ai l'impression que c'est vers cette situation-là que je suis en train de dériver doucement. Troisièmement, c'est un jeu qui m'a apporté au final beaucoup plus de frustration que de satisfaction. Et premièrement, je crois que ça vient de l'aspect de chance. Mais j'aime pas vraiment le mot chance lorsqu'on parle du 7e continent. Je préfère un terme plus semblable à gestion de risque, parce que c'est un peu le mécanisme qui est encouragé par la résolution des tests, des événements, en piochant un nombre de cartes qui nous est normalement assez libre pour récupérer un certain nombre de résultats qui sont positifs pour passer le test. Mais cet aspect-là de chance, bien, lorsqu'on veut la mitiger, on doit souvent piocher plus de cartes que nécessaire en se disant « j'espère réussir ». Et ça, c'est un peu comme notre décompte de fin de partie. Et une fois qu'on a passé à travers tout ce paquet-là, on peut mourir n'importe quand. Ça, c'est frustrant. C'est très frustrant. Mais
ça nous encourage donc à mettre en place des stratégies pour pouvoir réutiliser les cartes qu'on a défaussées et les remettre dans notre paquet d'actions pour repousser justement notre mort imminente. Et l'une des stratégies les plus efficaces pour récupérer des cartes, eh bien, c'est la chasse ou la pêche. Mais ça amène un autre problème, c'est que lorsqu'on a une bonne connaissance du continent, on connaît exactement les emplacements de chasse et de pêche. Alors, on fait une espèce d'aller-retour mécanique automatisé sur le pilote automatique en direction de ces emplacements-là où est-ce qu'on peut exploiter donc la nature pour récupérer des cartes en chassant ou en pêchant. Et ça, c'est possible qu'on réussisse. En fait, j'espère que vous allez réussir parce que si on n'obtient pas un excellent résultat lors de notre première chasse, eh bien, les tentatives qui suivent deviennent de plus en plus ardues et difficiles à réussir. Ce qui peut faire en sorte que dans une situation où est-ce qu'on approche d'une situation critique, on va courir après toutes les occasions pour chasser, pour pêcher. Et ça, on peut faire ça longtemps. On peut faire ça pendant littéralement des heures. Et pendant ces heures-là, on est simplement en situation de survie à chercher des occasions de chasser et de pêcher pour pouvoir récupérer des cartes. Et pendant ce temps-là, on n'est pas en train de réfléchir ou de penser à notre quête, à la malédiction, à qu'est-ce qu'on essaie de résoudre. On est vraiment en situation de survie. Il y en a qui vont dire, oui, mais c'est thématique. Oui, mais moi, ça me dérange pas de mourir dans un jeu si j'ai l'impression d'avoir mal géré ma partie. Mais de mourir, de recommencer depuis le début, après 6 ou 7 heures de jeu, simplement parce que j'ai pioché la carte qui me dit que j'ai perdu, j'ai un peu plus de difficulté avec ça. Ça amène son lot de frustration surtout lorsqu'on sait exactement quoi faire pour réussir le scénario, mais qu'à cause d'événements aléatoires ou de mauvaises pioches, non, vous avez perdu, vous devez recommencer. Et là, je te prendrai la boîte puis je te swingerai ça à travers la fenêtre. Alors, beaucoup de frustration à travers le 7e continent. Un autre aspect frustrant auquel je viens de penser, c'est que c'est un jeu qui est vraiment meilleur, moins il y a de joueurs. Alors, il n'y a pas de tour de jeu. C'est très, très, très flexible et libre tout ça, mais nous, on y a joué au départ à 3 joueurs et c'était long, c'était interminable. Ben, pas interminable, mais c'était pas engageant. Il y avait des temps morts, tout ça. Alors qu'à 2, c'est déjà beaucoup mieux. Et je crois que le meilleur, en fait, l'idéal, c'est d'y jouer en solitaire. Et ça, c'est vraiment dommage parce que c'est un jeu qui devrait être une aventure, une expérience à partager. Alors, ça me cause des frustrations de me dire, si je veux vraiment l'apprécier, il faut que j'y joue tout seul. Non, je veux y jouer avec des gens, je veux partager ça, partager mes frustrations, mes joies, mes réussites, mes défaites avec quelqu'un, mais le jeu m'encourage à dire, oui, mais tu vas avoir plus de fun si tu le fais seul. Ah, j'aime pas ça. Et finalement, le dernier point dont je parle aujourd'hui, c'est l'aspect de création des objets. Alors, dans le jeu, il y a parfois des petites cartes comme ça. Là, on a d'ailleurs justement ici une sarbacane. L'aspect de création d'objets fait aucun sens. Aucun sens. Ça fait aucun sens thématiquement et réellement de prendre une sarbacane avec une canne de conserve et pourquoi pas une statuette de grenouille, d'assembler ça ensemble pour faire une espèce d'objet ultime qui pourrait quand même être utilisé pour les fonctions de base de chacun des objets individuels. Ça fait aucun sens. C'est flou un peu dans les règles. D'ailleurs, les règles sont quand même bien, c'est un jeu qui est simple, mais il y a toujours des petites situations particulières qui nous font douter, auxquelles il faut se référer sur Internet. Bref, le 7e continent n'est pas un jeu, il faudrait que je retourne chercher mes gants blancs, mais ce n'est pas un jeu qui est mauvais, vraiment pas. Je suis convaincu qu'on peut se faire beaucoup de plaisir, des heures, littéralement des heures de plaisir dans cette aventure. C'est un jeu qui est novateur, qui est nouveau, qui est rafraîchissant. D'ailleurs, j'attends d'un mois à l'autre l'extension que j'avais backée sur Kickstarter, aussi la grosse boîte blanche.
mais c'est une déception pour moi. Ce n'est pas un jeu que j'ai aimé. Alors, je vous invite également à faire comme moi et à me laisser dans les commentaires sous la vidéo vos impressions du 7e continent. Pourquoi vous aimez ce jeu? Quels sont vos moments forts? Y a-t-il des raisons ou des aspects que vous n'aimez pas de ce dernier? Laissez-moi ça dans les commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer un pouce vers le haut. Peu importe si vous aimez ou n'aimez pas le jeu, je crois que ma critique est subjective. Je crois qu'il y a peut-être certains aspects avec lesquels vous pouvez être d'accord ou non, mais vous pouvez ouvrir le débat dans les commentaires sous la vidéo. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine.